Bonjour à tous. Il est 13h31, on va commencer. On va récompenser ceux qui sont à l'heure. Donc, bienvenue pour cette conférence sur les géants de la vente en ligne. Les géants de la vente en ligne ne l'empêchent pas de se développer. Donc, le but du Digital Change, c'est de vous présenter et de témoigner d'entreprises de toute taille qui ont réussi à augmenter leur développement et leur croissance grâce au digital. Donc aujourd'hui, j'accueille Hélène Dubernay. Donc, gérante de Chausse Mini Maxi depuis 6 ans et demi. Nous vendons des chaussures en pointure extrême pour hommes et femmes, donc les toutes petites et les très grandes pointures. Voilà, et notre expert pour cette conférence sera Virginie Citer. Bonjour, donc Virginie Citer, je suis conseiller numérique à la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Et je m'occupe de l'accompagnement des professionnels du commerce et du tourisme sur le volet du numérique et des e-commerçants au travers d'un club e-commerce qu'on a lancé aujourd'hui. Bravo pour le club e-commerce. Donc, si vous voulez des informations complémentaires sur le club e-commerce, Virginie sera à votre disposition tout de suite après la conférence. Moi-même, je suis Christophe Hulin, je suis directeur du réseau Entreprendre Atlantique. C'est une association que j'anime avec 300 chefs d'entreprise bénévoles qui accompagnent une cinquantaine de créateurs et de repreneurs d'entreprises, créateurs et repreneurs d'entreprises chaque année sur la région Nantes et Saint-Nazaire. On va rentrer dans le vif du sujet. Ah si, avant, evals.fr. Donc si vous avez participé déjà à des conférences, on vous a expliqué comment ça marche. Vous vous connectez sur evals.fr, pas d'application, juste Internet, un navigateur, et vous pouvez vous poser vos questions. Et nous avons une personne dans la salle qui va nous les transmettra après. Hop. Donc, Hélène, comment tu as compensé la chute des fréquentations en boutique par ta politique e-commerce ? Alors, quand j'ai racheté l'entreprise il y a 6 ans et demi, l'Internet était en développement, mais pas encore au niveau où il est aujourd'hui. Et concrètement, la fréquentation dans les boutiques a commencé à chuter. Donc, l'idée, c'était de développer et de continuer à faire progresser l'entreprise grâce au e-commerce. Ah, excuse-moi, tu ne nous as pas dit combien tu avais de... Ah oui, alors nous avons 3 boutiques physiques, une à Nantes qui est quai de la Fosse à l'arrêt de tram Médiathèque, une à Tours et une à Lille. L'entreprise a 30 ans. La boutique en ligne existe alors en page visuelle 2001 et 2007 sous forme de e-commerce. Et moi, j'ai refondu l'intégralité du site en arrivant en 2011. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as redonné vie en 2011 à ton site internet ? Alors, le site internet existait et ne communiquait absolument pas avec le système informatique. Donc, il fallait mettre à jour tous les jours les ventes des boutiques physiques à la main. Donc, moi, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai changé le système informatique pour avoir un site qui soit complètement lié avec mon back-office de gestion de caisse et de stock. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une vente est faite en boutique, à la seconde même, sur le site internet, le produit n'est plus disponible. Donc ça permet de ne plus avoir de problème de stock. Rappel de clients, désolé, on n'a plus votre paire, est-ce qu'on peut vous proposer autre chose ? Non. Nous, quand c'est disponible à la vente, c'est que c'est disponible à la vente. Donc ça, c'était la première chose que j'ai mise en place en arrivant en 2011 pour gagner beaucoup de temps. Et puis après, on a développé le site en le refondant, en le faisant évoluer au fur et à mesure du temps, puisqu'on s'aperçoit que Internet, moi en 2011, je me suis dit, c'est bon, mon site il est refondu, j'y touche pas pendant 1 an. Ouais, ok, 1 an, 2 ans sont passés très rapidement en fait. Et en 2013, je regarde mon site, je regarde les autres et je me dis mais ça va pas du tout, il ressemble pas à ce qui se fait aujourd'hui. Donc hop, on refond l'infographie complètement en 2013. On a continué comme ça tous les ans après. Et aujourd'hui, on est à le refondre tous les 6 mois de façon obligatoire. Et on le fait évoluer petit à petit. Dès qu'on voit quelque chose chez un autre, ou sur un autre site qui fait des chaussures ou autre chose, un site qui nous plaît et qu'on suit, et ben on se dit, tiens, notre fiche produit, en ce moment, on est en train de la remanuer et on va la faire évoluer. Notre tunnel d'achat, on l'a refondu il y a 2 mois. Et on est en permanence en train de se dire comment on le fait évoluer. Alors, comment tu t'es entouré pour refondre ton site internet ? Tu es allé voir une agence web, tu es allé en Pologne, qu'est-ce que tu as fait ? Alors au départ, très simplement, j'ai travaillé avec mon prestataire qui m'a fourni le logiciel de gestion de caisse et de stock, et qui, à l'époque, développait justement des sites en lien avec son outil. Et j'ai essuyé les plâtres
avec lui de la mise en place du site. Donc j'ai tout vécu, y compris le site planté, enfin tout. Par contre, aujourd'hui, j'ai un site qui tourne complètement, je n'ai qu'un seul interlocuteur. Les évolutions d'infographie font partie de ma maintenance, donc ça me coûte presque rien. Bon, très bien. Et je t'ai coupé quand tu nous expliquais que tu venais de refaire ton tunnel d'achat ou ta page produit. Donc, tu nous expliquais qu'en fait, toi, tu benchmarkais, c'est-à-dire que tu allais voir ce que faisaient les autres, tu n'essayais pas de réinventer les choses et tu t'inspirais de ce qui marchait. J'invente pas le fil à couper le beurre, ça a déjà été fait. Donc, et j'ai pas le temps matériel. Par contre, j'ai le temps matériel de regarder ce qui se fait ailleurs et d'imaginer ce qui, moi, me plaît ailleurs pour en faire ce qui correspond à notre culture d'entreprise et à l'image qu'on veut donner. Et d'ailleurs, je crois que tu voulais illustrer tes propos avec quelque chose en particulier sur ton système d'e-réservation. Qu'est-ce que tu as fait pour mettre en place l'e-réservation ? Alors la e-réservation, quand ça a été créé, il y avait Darty qui faisait ça avec le click and collect, qui a essayé de déposer la marque. Et, voilà. Et là, j'ai dit, j'avais un étudiant en Master 2 qui voulait venir travailler chez moi. La première fois qu'il m'a sollicité, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en Master 2 chez moi ? Il faisait commerce international, développement. Et puis, il m'a convaincu. Et je lui ai dit, OK, très bien. Donc, l'objectif pour moi, c'est je veux le click and collect de Darty sur mon site. Donc, c'est lui qui a benchmarké tous les sites. C'est bien d'avoir de l'ambition. Hein. Ah ouais, toujours. C'est lui qui a benchmarké les sites, qui a préconisé les pages, la façon dont ça allait se dérouler, la façon dont on allait les créer, les mettre en place. C'est lui qui l'a créé avec le prestataire, qui s'est assuré de son bon fonctionnement et qui l'a relayé ensuite sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a une e-réservation qui permet à nos clients de réserver en ligne jusqu'à 2 paires, qui leur permet de venir en boutique. Ils ont 48 heures pour venir les essayer gratuitement. Si ça convient, c'est super, ils passent en caisse, ils partent avec. Si ça ne convient pas, on fait le job et on vend des chaussures. Bon. On va te passer le micro, Virginie. Juste pour rajouter quelque chose à ce niveau-là, c'est pas toujours évident quand on est une petite structure d'aller justement chercher des compétences pour avancer sur ces projets. Et là, effectivement, de pouvoir avoir accès à des étudiants qui sont en formation et qui sont du coup formés sur ces nouveaux outils et sur ces nouvelles pratiques, c'est un bon moyen quand on est une petite structure. Tant qu'on garde le pilotage, bien sûr, de la stratégie et de ce qu'on veut faire avec eux, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors moi, je travaille beaucoup avec des étudiants, puisque depuis que j'ai découvert qu'un Master 2 pouvait s'intéresser à une petite structure comme la mienne, je suis à mon 3e contrat de professionnalisation avec un Master 2, ce qui me permet d'animer les réseaux sociaux, puisque ce sont des jeunes qui ont entre 20 et 22 ans. Eux, c'est naturel, moi, pas du tout. Par contre, moi, le cadre, c'est naturel, donc je leur dis ce que je veux pouvoir communiquer à travers les réseaux sociaux, comment je souhaite le faire. Par contre, après, c'est eux qui créent littéralement les images à partir de ce que je leur ai demandé et qui communiquent vis-à-vis du client par rapport à ce que je leur ai donné de la culture de l'entreprise. Et ça fonctionne très bien comme ça. Merci Hélène. Donc ce qu'on comprend, c'est que les meilleurs briefs, c'est tu prends un truc qui existe, tu dis voilà, je veux la même chose pour mes produits et ça marche. Merci. Donc un site logistique, c'est bien de vendre, mais après, il faut livrer les clients, quoi. Donc comment tu t'es organisé et quelles ont été tes différentes étapes d'organisation ? Alors dans la logistique, au départ, j'avais un poste dédié pour gérer Internet et ça partait de la boutique de Tours. Il se trouve que cette personne est en arrêt maladie maintenant depuis 1 an et demi, donc la force de la contrainte fait qu'on s'organise différemment. Aujourd'hui, la logistique est gérée au départ des 3 boutiques physiques, donc l'ensemble de mes vendeuses est formé à la gestion de l'expédition Internet. On gère le départ quand on a 3 paires, une dans chaque boutique. Le départ est géré de la façon suivante. Ça part de Tours dans un premier temps parce que la poste est juste en face de la boutique. Ça part de Lille ensuite parce que la poste est à 5 minutes à pied. Et ça part en dernier lieu de Nantes parce que la poste est à 1/4 d'heure à pied. Très simplement. Et du coup, mes vendeuses sont beaucoup plus impliquées dans la relation client, puisque le téléphone, quand le client il appelle Internet, il appelle en fait une des boutiques. Et le téléphone rebondit d'une boutique sur l'autre, donc tout le monde doit être capable de répondre à n'importe laquelle des questions d'un client Internet. Et la règle dans l'entreprise, c'est que celle qui a le client au téléphone gère toute la problématique du client de A à Z. S'il faut le rappeler 3 fois, elle le rappelle 3 fois. Donc ça permet d'avoir une qualité de relation avec le client Internet beaucoup plus importante que simplement de dire c'est pas moi, rappelez ma collègue plus tard, quoi.
Non, c'est moi, je prends en compte votre demande et je vais au bout de votre attente. Donc, ça veut dire que l'ensemble de tes 10 collaboratrices, enfin, ou 7 ou 10 collaboratrices, 6. 6, sont toutes formées et ont le même niveau d'information pour répondre à Internet. Ouais, elles ont toutes le même niveau d'information pour pouvoir gérer Internet. Voilà. Et souvent, le changement fait peur. Et dans les commerces, on dit bah non, si je vais aller sur Internet, ça va me concurrencer en boutique. Comment tu as géré ça, toi? Alors, au départ, c'était ça, et c'était extrêmement compliqué pour elles de comprendre que Internet, c'était un complément d'offre par rapport aux services qu'elles rendent déjà, elles, à leurs clients en boutique. Nous, on travaille sur une niche. Sur mes boutiques physiques, j'ai des jaunes de chalandise qui peuvent aller à 200, 300 km. J'ai des clients qui font 3 heures de route pour venir nous voir. Donc ceux-là, on leur apporte un vrai service complémentaire en disant vous pouvez acheter sur Internet. Et donc vous pouvez acheter sur Internet, vous vous posez une question, vous connaissez la vendeuse de la boutique de Tours, et ben vous appelez la vendeuse de la boutique de Tours, elle a tout votre historique d'achat, elle est capable de vous accompagner dans votre choix et vous commander en toute tranquillité. Et ça, c'est vraiment notre valeur ajoutée, parce que concrètement, conseiller le client par rapport à ses achats passés, c'est ce qu'on arrive à faire de mieux, et ça limite au maximum les taux de retour. On est sur des taux de retour, nous, entre 10 et 13%. Ce qui est très très faible. Le marché est plutôt à 30, 50. Ça dépend qui. Donc c'est beaucoup plus facile à Donc, gérer. tu vas bientôt te faire copier par Amazon avec un service client comme ça. Ouais, je suis pas sûre quand même. Je crois que Virginie, vous vouliez ajouter quelque chose. Il y a plusieurs choses là qui sont intéressantes. C'est déjà, dans un projet de transformation digitale de façon générale, on voit bien que l'humain, c'est quelque chose d'essentiel. Là, d'avoir une capacité, en fait, à voir non pas traiter en silo la partie e-commerce d'un côté, la partie boutique de l'autre, c'est vraiment important. Ça fait en sorte que on fédère les équipes, que ces équipes, effectivement, elles se sentent impliquées dans la gestion de la relation client, que ce soit un client qui vienne du web ou qui vienne de la boutique, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence perçue entre des clients qui viennent du site e-commerce et des clients qui viennent de la boutique. Et ça, effectivement, c'est un gage de réussite déjà de l'activité e-commerce, et puis c'est un gage de satisfaction pour le client final qui, lui, s'intéresse pas à nos problématiques, nous, internes, de savoir comment il est géré. Il est client unique et il veut être reconnu comme un client unique. Et pour avoir des exemples précis, j'ai une cliente sur Nantes qui chose du 45. 45 pour une femme, c'est pas simple. Très clairement, elle vient chez nous en boutique pour pouvoir essayer ses paires. Par contre, son truc, c'est une jeune femme de 30 ans, c'est aussi de pouvoir regarder le catalogue dans son intégralité à 22h le soir, c'est de pouvoir faire une e-réservation et savoir qu'elle va venir dans 2 jours et qu'elle pourra essayer les paires qu'elle a mis de côté. Ou c'est aussi de passer une commande en ligne, de commander 5 paires, et elle revient nous voir en boutique parce qu'elle avait très très envie de les essayer. Sur les 5, il y en a 3 qui vont, 2 qui vont pas. Elle nous les ramène, elle en essaye d'autres et elle repart avec 2 paires de plus de toute façon. Donc l'idée, c'est surtout Internet, c'est un service en plus sur lequel on peut faire du chiffre d'affaires en plus, mais qui doit permettre à chacun de nos clients, en fonction de leurs besoins, de pouvoir répondre à leurs besoins. Le cross-canal, c'est vraiment pas juste une idée, c'est une réalité. On va avoir des clients, voilà, comme cette cliente, qui vont faire les deux, qui vont mixer toutes les possibilités qu'on propose. Il y a des clients qui, à l'inverse, vont habiter à Marseille. Eux, ils se déplacent pas, ils font tout sur Internet. Mais du coup, Internet nous permet d'aller bien au-delà des départements sur lesquels on draine en général, et ça ouvre des potentiels de chiffre d'affaires. Bon, merci pour tous ces exemples de relations clients. Vas-y Virginie. Également les clients qui vont commander à partir de la boutique vers le site Internet pour continuer la boucle. Pour finir la boucle, on a des tablettes aussi disponibles en boutique qui nous permettent, quand le stock n'est pas disponible dans la boutique où le client est présent, de vendre en ligne tout de suite la paire. Comme ça, il rentre chez lui et 3 jours après, il l'a comme s'il était parti presque avec en boutique. Donc tu dis qu'il y a des clients qui viennent, qui prennent les tablettes et qui commandent en boutique sur la tablette, c'est ça? Et après, tu donnes la tablette aux enfants pour qu'ils s'occupent pendant que les parents y sont aussi, non? Ouais, ça, on évite pour l'instant. Ok. Donc, la logistique, on en a parlé. Forcément, qui dit Internet, qui dit e-commerce, dit communauté, dit réseaux sociaux. Ouais. Donc, toi, aujourd'hui, quelle est ta maturité là-dessus? Alors, on a une page Facebook qui existe depuis 2013, qu'on a créée avec une étudiante encore. On a une page Instagram qui existe depuis un peu plus d'1 an et demi. On a une page Snapchat qu'on n'arrive pas à faire vivre, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, mais bon, on a la volonté de continuer à se développer. On a une communauté Facebook
que de 600 fans, mais par contre, on a des vraies interactions avec. On arrive aujourd'hui à l'utiliser pour développer nos partenariats. On est partenaire du Volleyball Nantes, donc on fait gagner, par exemple, des places à chaque fois qu'il y a un match sur Nantes auprès du volleyball. Donc c'est un jeu concours qui nous permet d'animer notre communauté pour pas raconter simplement la nouvelle collection est arrivée, on a des chaussures. Oui, bah ok, on le sait qu'on a des chaussures. Donc l'idée, c'est Facebook, c'est de faire vivre une communauté, c'est de partager notre vie avec nos clients. Et on a remarqué que les posts où on avait eu le plus de retours et le plus de partage, c'est ceux où on a mis la photo de l'ensemble de l'équipe. Truc de dingue, ça a été notre plus grosse publication. Ça a été le post où on a pris en photo une de nos clientes qui chose du 45, à qui j'ai acheté des escarpins jaunes, parce que ça faisait 3 ans qu'elle me disait « Hélène, je veux des escarpins jaunes ». Donc je cherchais toutes les saisons des escarpins jaunes. Là, j'ai trouvé des escarpins jaunes. Donc quand elle a eu ces escarpins jaunes, elle était tellement heureuse qu'elle est revenue en boutique le jour où moi j'y étais, parce que c'est à Lille et que j'y suis 2 fois dans le mois. Elle est revenue ce jour-là, on s'est pris en photo toutes les deux. Et on l'a posté sur Facebook en racontant toute l'histoire de ces escarpins jaunes. Et ça a été notre plus gros buzz, quoi. Merci. Alors, tu vas aussi nous raconter que ça n'a pas été tout rose. Tout parce rose. Que là, on a l'impression que c'est super facile. C'est ça. Tu as créé plein de relations clients et tout. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Ouais, après, on a constaté des fois des choses. Quand on a commencé, on mettait 8 photos en ligne de chacun de nos produits. 8 photos, c'est beaucoup de temps. Mais ça nous paraissait indispensable puisque tous les autres faisaient pareil. Et puis un jour, sous la contrainte, pas le temps matériel, enfin voilà, des contraintes, on a mis quand même en ligne nos produits avec une photo ou 2 photos. Puis on a constaté une chose très simple, on les vendait de la même manière. Et là, on s'est dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on y passe autant de temps, puisque finalement, avec 1 à 2 photos, on les vend pareil. Ben voilà. Du coup, on a changé notre fusil d'épaule et on a arrêté de faire 8 photos sur chacun de nos produits. On rentre 400 produits par saison, ça fait 800 produits à l'année. Et on n'a que 2 mains. Donc c'est bien d'optimiser quand on constate que finalement le client, c'est pas ça qu'il attend. Et de la même manière, on faisait des descriptifs hyper détaillés en mesurant la hauteur de la tige, la longueur à l'intérieur du pied, la hauteur du talon, etc. Et là, on s'est aperçu que personne ne les lisait jamais parce que de toute façon, ils nous appelaient. Et là, on s'est dit, bah, alors pourquoi est-ce qu'on l'écrit puisque de toute façon, ils nous appellent. Et après, en rentrant un peu plus dans le détail, on s'est aperçu que les seuls qui nous appelaient, c'était les petites femmes. Jamais les hommes. Ils n'appellent pas les hommes, je ne sais pas pourquoi. Et les grandes femmes, elles se débrouillent aussi. Les petites femmes, par contre, elles nous appellent tout le temps. Qu'on ait écrit le descriptif ou pas, elles nous appellent. Donc maintenant, on gère celles qui appellent. C'est tout. Et on ne fait plus de descriptif, on ne passe pas du temps à faire des choses que personne ne lit. Donc en fait, ce qu'on retient, c'est être sur Internet. À un moment, il faut y aller, il faut passer le pas. Et puis on apprend, on rajoute, on enlève. Mais il ne faut pas s'en faire une montagne, quoi. Même si on n'a pas toute l'information, même si on est par rapport à des sites concurrents ou nationaux, c'est pas la même, on n'a pas le même niveau de qualité, il faut quand même y aller. Il y a de la place pour tout le monde, quoi. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Et puis il faut surtout bien analyser ce qu'on fait et se dire, mais ça, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et c'est pas parce que les autres le font que c'est forcément nécessaire pour mon activité à moi. Et puis surtout pour le chiffre d'affaires que tu souhaites en faire aussi, quoi. C'est ça. Bon alors dis-nous, il y a une question qu'on se pose tous, parce qu'on a tous entendu parler de ça, c'est les AdWords, Google, voilà, le grand méchant loup Google. Donc qu'est-ce que t'en as fait, toi? Alors moi, j'en ai fait 3 fois l'expérience, parce que j'aime bien réitérer. La première fois, j'y suis allée très simplement parce qu'on m'a dit, il faut aller sur Google AdWords, il faut faire de l'AdWords. Donc j'ai fait de l'AdWords, j'ai mis un budget de 800 € par mois. Et au bout de 6 mois, j'ai arrêté parce que le retour sur l'investissement n'était pas là et que l'entreprise avait de toute façon pas les moyens de mettre 800 € par mois. Et puis j'ai payé un prestataire pour le faire. C'était très bien fait, hein. C'était super. Combien de prestataires à peu près? Le prestataire, autour de 3 000 €. Ok. Et ça marchait, ça a développé le flux en termes de fréquentation, c'était très bien. En termes de fréquentation, c'était très bien. En termes de transformation, ça ne le faisait pas. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'AdWords, c'est pas terrible. Du coup, à force de continuer d'entendre que quand même AdWords, c'est indispensable, c'est pas normal que toi, tu n'en aies pas besoin, j'y suis retournée une 2e fois avec un autre prestataire, en me disant, bon, peut-être qu'il y a des choses encore à améliorer. Rebelote, je remets cette fois 1 500 € par mois. Rebelote,
c'est super, ça met du flux en plus, mais le retour sur investissement, il n'est pas là. Ça me coûte plus cher que ce que j'ai mis dedans. Alors au final, je me suis dit, bon, j'ai rencontré Google sur un salon et je me suis dit, je vais m'adresser à Dieu directement et comme ça, je serai sûre de faire de l'AdWords comme il faut, puisque j'ai pris des prestataires qui me semblaient très bien, mais ça ne fonctionne pas pour moi. Et tout le monde me disait, mais si toi, tu es sur une niche, ça doit marcher. J'ai bien aimé le « ça doit marcher ». Donc je l'ai fait avec Google, j'ai mis 1 500 € pendant 3 mois. Ça ne m'a rien coûté en prestation, puisque là, c'était gratuit, vu que c'était Dieu directement. Et là, j'ai eu des échanges avec eux toutes les semaines. Le gars, il était super content. Il n'avait jamais eu des stats pareils. Jamais. Il m'a dit, c'est les meilleurs stats que j'ai eus en taux d'ouverture, machin. Tout pour eux, c'était les meilleurs stats. Je lui dis, ouais, c'est super. Moi, j'ai mis 600 € pour une commande de 100 €. C'est pas terrible, hein. Le client, il a dépensé 100 €. Moi, j'en ai dépensé 600 pour qu'il en dépense 100. J'ai une marge de 50. Ça coûte beaucoup trop cher. On va s'arrêter là. Donc, je pense que l'AdWords est très adapté, certainement, mais ça dépend des cas. Je sais que pour le mien, pour l'instant, parce que c'est pareil avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, pour l'instant, ça n'est pas ce qui correspond à mon besoin, ça n'est pas ça qui me permet de développer ma fréquentation, et surtout, ça n'est pas ce qui me permet d'augmenter mon taux de transformation. Mon taux de transformation est mauvais par rapport à l'ensemble de mes concurrents, pour une raison simple, c'est que j'ai des boutiques physiques et que je me compare avec des gens qui font que du e-commerce. Donc que le e-commerce, avoir un taux de transfo à 3, c'est super. Moi, je suis à 1,5, mais moi, je transforme en boutique, puisque Internet, c'est d'abord et avant tout, pour mes clients, mon premier catalogue. Donc tous mes clients, avant de passer la porte, sont allés voir mon catalogue en ligne. Donc je ne peux pas comparer mon taux de transformation avec un pure player. C'est pas possible. Virginie, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste effectivement rajouter que c'est important effectivement d'analyser. C'est des choses qu'on oublie malgré l'accès à tout un tas d'outils de analytics et compagnie qui vont permettre effectivement d'avoir de l'information. C'est analyser, est-ce que cet investissement publicitaire il est rentable ou pas, et s'il n'est pas rentable, effectivement l'intérêt c'est d'aller trouver d'autres leviers pour permettre d'être dans des retours sur investissement acceptables. Un parallèle avec les vendeurs de cuisine. Très peu de personnes achètent des cuisines en ligne, mais 50% des gens qui vont au magasin ont d'abord vu les cuisines sur Internet, par exemple. Moi, c'est 100% des clients ont vu les produits avant de passer la porte. 100% maintenant. Donc, attention. Les résultats de tout ça, Hélène, est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, alors quand j'ai repris l'entreprise en 2011, Internet, ça représentait 7% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Aujourd'hui, ça représente 18% du chiffre d'affaires de l'entreprise. On est passé de 30 000 € à 150 000 €. Donc on ne peut pas considérer que ça soit une paille, et c'est ce qui fait le développement de l'entreprise, puisque comme je vous l'ai dit au départ, les boutiques physiques, on maintient le chiffre, mais c'est extrêmement compliqué de le développer. Et on vient à cette idée de ça apporte un service complémentaire à nos clients, ça nous permet d'aller chercher de nouveaux clients, mais vraiment c'est un service complémentaire. Aujourd'hui, nos clients ne comprendraient pas qu'on n'ait pas un site internet qui leur permette de regarder à toute heure du jour et de la nuit ce qu'on a de disponible en boutique. Bon, super. Donc tout ça, ça nous amène à augmenter la qualité du trafic en boutique. J'ai sauté une slide, non ? C'est ça, c'est le suivant. Ah, c'est bon. Voilà. Donc c'est ça, c'est Internet, c'est vraiment ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, de faire rentrer nos clients dans les boutiques physiques avec cette notion de « j'ai vu votre catalogue, je sais que vous avez ce dont j'ai besoin ou ce dont j'ai envie ». J'ai vu sur Internet, j'ai pu réserver si je le souhaitais au préalable et je viens essayer ce que j'ai mis de côté à mon nom. Donc vous me reconnaissez quand je rentre chez vous. Une fois que je suis rentrée et que vous me faites essayer les paires, si ce que j'avais mis de côté ça va, c'est très bien. Si ça ne va pas, je sais que j'aurai le conseil auprès des vendeuses et que je repartirai avec ce dont j'ai besoin. Donc nous, on a la chance d'avoir du coup, avec ce modèle-là, une clientèle qui, quand elle passe la porte, on sait qu'on va faire du chiffre. C'est aussi simple que ça. Après, il faut qu'ils passent la porte. Donc on a encore, par contre, plein de choses à faire. Et il y a toujours des choses à inventer, à imaginer pour demain. Comment est-ce qu'on fait venir nos clients en boutique encore davantage, ou en tout cas suffisamment pour
conserver et pérenniser les boutiques physiques et comment on continue à aller chercher des clients plus loin, parce que Internet, c'est ça que ça permet aussi, c'est aller chercher des clients plus loin. Les boutiques physiques font entre 70 et 90% de leur chiffre d'affaires sur leur département d'origine et les 3 départements autour. Internet fait 95% du chiffre d'affaires en dehors des départements où nous sommes situés. Donc clairement, Internet, c'est une porte vers le monde. Après, aller sur des sites, des plateformes. J'ai fait le test aussi d'Amazon. C'est super bien. Sauf qu'Amazon, il y a la terre entière dessus. Et la terre entière, mes fabricants, moi, ils vendent en France plus cher que quand ils vendent en Allemagne, par exemple. C'est comme ça, c'est l'Europe des fois. Donc un fabricant allemand qui fait des chaussures, quand il les vend à un Allemand, il les vend 10 € de moins que quand il me les vend à moi. Donc forcément, quand il les a vendus à un Allemand qui le met sur Amazon, je ne fais pas le poids. Donc concrètement, Amazon, c'est super pour avoir du flux client, pour faire de la marge et vivre, ça ne marche pas. Donc moi, j'ai essayé et j'ai dit, non, je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assise. J'ai un super site qui fonctionne, qui est bien référencé en naturel. Donc je n'ai pas besoin de faire d'AdWords, puisqu'on me trouve quand on tape les mots-clés de grande pointure, petite pointure. Je suis en première page dès qu'on ajoute la ville, donc forcément on me trouve facilement. Pourquoi j'irais mettre de l'argent alors que finalement je suis là où on m'attend? Donc je ne vais pas payer pour être là où je suis déjà. Et après, très simplement, l'idée c'est d'apporter à nos clients aujourd'hui, avec les outils numériques dont on dispose, toutes les facilités qu'ils trouvent partout. Parce qu'ils trouvent ça normal de pouvoir réserver en ligne, commander en ligne s'ils souhaitent, de pouvoir venir en boutique pour essayer, de pouvoir acheter finalement en boutique. Au départ, avec les tablettes, on se posait vraiment la question, est-ce que les clients vont acheter sur nos tablettes en boutique? En fait, les tablettes, c'est super, c'est un support d'aide à la vente fantastique. On a des clients qui rentrent encore dans nos boutiques en nous disant, c'est tout ce que vous avez. Souvent, je leur dis, venez voir. Donc je les emmène sur la tablette, parce qu'effectivement, en boutique, on présente 30, 40, 50 modèles, ce qui est déjà pas mal. Je les emmène sur la tablette et je leur dis, voilà, dans votre pointure, j'ai 500 produits. Vous comprenez que je ne peux pas vous les mettre là. Et d'un seul coup, ils disent, ah oui, pardon, excusez-moi. Du coup, la tablette, ça nous permet de les accompagner dans leur choix. Ou alors, quand on a beaucoup de monde, de servir un client et d'en accompagner un autre dans sa réflexion pour le faire patienter. Donc concrètement, on voit bien qu'aujourd'hui, les gens trouvent ça normal d'accéder à une tablette sur un site, enfin sur une boutique physique. C'est plus un outil, non, je ne vais pas aller sur la tablette. Non, concrètement, les gens vont sur la tablette, ils regardent, ils cherchent. Et si effectivement, on n'a pas la demi-pointure, parce qu'on leur a fait essayer une femme qui essaye du 43, mais il lui faut du 43,5. Le 43,5 n'est pas disponible à Nantes, mais il est disponible à Lille. Pas de souci, on l'accompagne sur la tablette. Elle a son compte client puisqu'il est créé chez nous. On a un outil informatique qui nous permet d'avoir l'intégralité des informations concernant nos clients. Tout client qui passe en caisse, on remplit une fiche avec ses coordonnées, son adresse mail qui lui permet de se reconnecter sur le site. Donc on a un suivi très précis de nos clients. Donc on l'invite à se connecter très simplement sur son compte et il passe sa commande. Ça lui prend 2 secondes. Il lui faut son téléphone portable parce qu'on revient toujours à l'idée de quand même à un moment il faut payer. Et nous on est en 3D Secure, donc il faut le portable. Mais le client le fait très naturellement. Donc je crois qu'Hélène est passionnée par la vente en ligne. On ne l'arrête plus. C'est ça. Donc on pourra aussi lui poser plein d'autres questions tout à l'heure. Juste quand on t'écoute, avant de donner le mot de la fin à Virginie pour la conclusion, j'ai une dernière question pour toi, Hélène. Quelle est ta formation dans le digital? Tu as un bac plus 5 digital? Non, j'ai un bac plus 5 en école de commerce d'il y a longtemps maintenant. Et je me forme au digital en faisant des conférences, en lisant des choses sur Internet, en partageant, en échangeant avec le club e-commerce de la CCI, parce que je pense que c'est extrêmement important de pouvoir partager des expériences avec d'autres par rapport à ce que moi j'ai vécu, mais par rapport à ce que d'autres vivent pour continuer à se projeter sur les autres font quoi, moi je fais quoi et qu'est-ce que je peux faire demain en fonction des expériences de chacun, quoi. Merci Hélène pour ce beau témoignage et je rappelle aussi que tu as été lauréate du réseau Entreprendre.
Virginie. Je reviens juste très rapidement avant de conclure sur ce que disait Hélène tout à l'heure sur l'attente en magasin. On a des consommateurs qui sont de plus en plus pressés. Attendre en magasin, c'est pas confortable, c'est pas agréable. Donc le fait de mettre à disposition une tablette sur laquelle on va pouvoir consulter le catalogue, ça a un intérêt vraiment essentiel. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, plutôt que d'augmenter sa surface de vente pour offrir un choix, on a quand même des clients, hein, Hélène, c'est ce que vous nous disiez, c'est qu'ils font des centaines de kilomètres en fait pour venir dans la boutique et d'avoir effectivement plutôt que d'investir en fait dans des mètres carrés dur à rentabiliser. La problématique de la baisse de trafic en magasin, c'est une réalité. Effectivement, là, la tablette permet d'avoir une solution qui, d'un côté, va répondre aux besoins du consommateur et de l'autre côté, permettre de le faire de façon rentable, parce que mettre à disposition une tablette, c'est pas très important. Donc, juste pour conclure très rapidement, aujourd'hui, avoir un site internet quand on est une entreprise du commerce, quand on a un réseau de boutiques, c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Hélène l'a mentionné à plusieurs reprises. C'est pas nécessairement faire de la vente en ligne, mais c'est de toute façon pouvoir donner de la visibilité à l'entreprise sur Internet. On a plus de 80%, je crois que c'est un dernier chiffre qui a été publié par la FEVAD, des internautes en fait qui vont préparer leur achat sur Internet pour ensuite finaliser l'achat en boutique. On n'est pas Internet remplace, le e-commerce remplace en fait les boutiques physiques. On est vraiment dans un moment un peu en mutation au niveau du commerce, où on a d'un côté des e-commerçants, des pure players qui vont avoir tendance à ouvrir des boutiques, et puis de l'autre côté, effectivement, des boutiques qui, elles, se digitalisent de plus en plus. Donc effectivement, c'est important de travailler là-dessus. Et pour travailler là-dessus, ça nécessite de monter en compétence sur ces sujets-là. Et je trouve que c'est intéressant d'aller soit chercher de l'expertise auprès de prestataires quand on rencontre des prestataires qui peuvent apporter cette expertise, et d'aller chercher de l'expertise ailleurs auprès d'étudiants, auprès de personnes qui sont formées à ces outils, aux dernières techniques de vente. Ça, pour moi, c'est une clé de réussite d'un projet e-commerce ou d'un projet de transformation digitale dans sa globalité. L'élément qui me semble aussi important, c'est l'élément humain dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose qui est essentiel à la réussite des projets, pouvoir fédérer ses équipes, embarquer tout le monde en fait dans ces projets. Et du coup, les vendeuses, notamment dans les boutiques, sont pas toujours toutes très très jeunes. Donc effectivement, il a fallu les faire monter en compétences, gérer cette culture du changement, et puis leur donner envie en fait de s'impliquer dans ce projet e-commerce. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle expérience et un beau projet d'entreprise. Voilà. Merci Virginie pour cette synthèse. Donc on a plus de 150 questions, donc je vais être obligé d'en prendre 3 au hasard. Donc la première, c'est de nous préciser un peu, on n'a peut-être pas été assez clair au début, toi tu n'es pas fabricant de chaussures. Ah non, je suis revendeur moi. Donc j'achète auprès des fabricants, un peu dans toute l'Europe, des chaussures en pointure extrême, et uniquement sur les pointures extrêmes, donc les toutes petites et les très grandes pointures. Et moi, je revends dans mes boutiques physiques et sur le site internet. Voilà. Et donc, deuxième question, quel est ton budget web annuel? Donc prestataire, web design, stagiaire, ton budget stagiaire. C'est pas compliqué, c'est dépenser le moins possible et tout faire en interne. Ça veut dire que je paye ma maintenance pour mon site internet par rapport à la fréquentation que j'ai, voilà. Et concrètement, j'ai en interne une personne en alternance en Master 2, une personne en licence. Et voilà, on fait tout avec nos petites mains. Là, j'ai ici quelqu'un qui est ma plume, qui est quelqu'un qui travaille en freelance et qui va faire tout ce qui est texte. Donc, tu as quand même besoin à la base d'un prestataire technique qui t'a donné les moyens d'être autonome. J'ai mon prestataire technique par rapport à mon site qui est en lien donc, avec mes boutiques physiques, mon stock, mes caisses. Mais ça, je paye ma maintenance annuelle et je fais tout dans ma maintenance annuelle. D'accord. Après, tu as des photos à prendre, des textes à préparer. Oui, mais tout ça, ça passe sur la structure de l'entreprise. D'accord. Mais au niveau des ressources aussi pour... Les ressources, tout est dans l'entreprise. Et aujourd'hui, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent tant que ça ne coûte rien. C'est aussi simple que ça. Tant que ça ne coûte rien, on fait tout ce que vous voulez. Vous imaginez
tout transformer si vous voulez. C'est OK, on y va. Ça coûte combien? 0. OK, on y va. Bon, Hélène, c'est un peu facile, hein. Je travaille dans le textile aussi, mais c'est la vérité, quoi. Mais c'est comme ça Pas que ça cher. marche, quoi. Pas cher. Alors, je te lis la question. Est-ce que vous pensez à faire des démarches d'avant-vente en proposant aux clientes un nouveau produit en fonction de votre connaissance? Alors, la problématique avec les pointures extrêmes, c'est que les fabricants fabriquent pour nous avant les pointures standards et que nous, on n'a pas de réassort. Ça veut dire que quand moi j'achète 6 mois avant, j'achète du ferme, j'ai pas de reprise, j'ai pas de... et donc, il ne faut pas que je me gaufre sur mes achats. Donc, il y a quelques clientes avec qui j'ai une relation extrêmement privilégiée et à qui j'envoie des sélections de produits et qui me disent « oui, j'aimerais bien tel type de produit ». Mais concrètement, alors, il y en a qui le font, mais c'est du coup pas mon business model à moi. Il y a effectivement des petits sites qui vont travailler sur des produits bien spécifiques, qui vont faire des réassorts tous les 2 mois, etc. Ça n'est pas mon modèle économique. Moi, j'achète tous les 6 mois pour, dans 6 mois, j'achète l'intégralité de mon budget. Et oui, je travaille avec quelques clientes comme ça, mais alors c'est vraiment à la frange. Donc, je vois qu'il nous reste 3 minutes. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut poser une question? Allez-y, bien fort. C'est une question extrêmement compliquée parce que quand j'ai racheté il y a 6 ans... Demande à Virginie de répondre. Je ne savais pas que j'en serais là aujourd'hui. Donc dans 5 ans, vous dire où je serai, je ne sais pas. Je vais tout faire pour être encore là, ça c'est sûr. Je vais tout faire pour faire perdurer les boutiques physiques parce que je pense qu'il ne faut pas fermer les boutiques physiques. Par contre, c'est une vraie problématique de coût. Et Internet, oui, va continuer à se développer, mais dans quelle mesure? Parce que le gâteau n'est pas plus grand qu'il y a 6 ans. On est beaucoup plus d'intervenants sur le gâteau, donc les parts sont plus petites. Par contre, est-ce qu'on sera autant d'intervenants dans 5 ans? Je ne suis pas sûre sur Internet. Parce que je pense qu'il y aura des regroupements. Il y en a qui... Parce qu'il y a plein de petites boîtes avec juste une personne derrière. Combien de temps ça durera? Est-ce qu'ils seront 10 demain et ils en auront mangé d'autres? Voilà, je suis incapable de répondre à votre question. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que effectivement, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce qu'on est dans un modèle qui est un peu en train de se réinventer. Le commerce traditionnel tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, il disparaît pas. Enfin, en tout cas sur les boutiques physiques, mais en tout cas, il se réinvente. On parle beaucoup aujourd'hui de tout ce qui est expérience client en magasin. Donc peut-être qu'effectivement, la forme du magasin va changer. Peut-être qu'on viendra chez Chose Mini Maxi pour prendre un café, pour, je ne sais pas moi, pour essayer des pantalons, faire peut-être en tout cas autre chose que simplement acheter une paire de chaussures. C'est un peu la tendance qu'on peut voir. Et aujourd'hui, on est plus à un stade en fait expérientiel, c'est-à-dire tous les acteurs en fait du marché, les plus gros, mais ils testent. Ils essayent, tiens, on fait des magasins sans stock. Il y a un exemple de magasin aux États-Unis où ils font de la chaussure et puis finalement on rentre, donc je ne sais plus comment il s'appelle malheureusement, on rentre dans le magasin et en fait on est dans un café. Et les chaussures sont effectivement sur les côtés et presque transparentes en fait. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, de se tester sur le marché. Qu'est-ce qui ressortira de ça ? C'est un peu difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, tous les acteurs du marché dans le domaine du commerce sont dans cette logique d'expérimentation. Et pour illustrer votre propos, il y a 3 ans, personne n'aurait parié qu'Amazon allait racheter des boutiques physiques. Aujourd'hui, la grande crainte pour l'Europe, c'est qu'Amazon est peut-être en train de racheter Carrefour. Donc voilà, les choses vont évoluer tellement vite. Par contre, l'illustration, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la distribution, elle est multicanale. Elle est à la fois sur le web, elle est à la fois en réseau physique. On l'a vu aussi dans la grande distribution, un autre pendant du commerce. Ils ont tous ouvert aujourd'hui des drives. Voilà, donc c'est perpétuel. Et on est bien dans un modèle qui est en train de s'hybrider. On n'est pas 100% e-commerce. Les pure players du web ouvrent des magasins traditionnels. Et de l'autre côté, les boutiques sont en train de se digitaliser. Donc on est dans une hybridation entre 2 mondes qui finalement se mélangent de plus en plus. Voilà, ben c'est la fin de cette conférence. Je vous remercie pour votre écoute et votre participation. Bonne journée à tous.